Bonjour Azadeh, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Azadeh, vous êtes professeure de sociologie et directrice du CEDRES, un centre de documentation, de recherche et d'enseignement en études féministes à l'université Paris-Cité. Vous êtes aussi franco-iranienne et c'est justement de l'Iran que je voudrais parler avec vous. Euh, j'ai une première question. Ça fait maintenant plusieurs semaines que l'Iran est secoué par des manifestations. Justement, quelle ampleur ont ces manifestations? En fait, qui manifeste? Où est-ce qu'on manifeste? Est-ce que c'est que les femmes CSP+ dans les centres-villes des grosses villes? Ou est-ce qu'on manifeste dans tout l'Iran? Écoutez, ça a commencé effectivement par des jeunes femmes à Téhéran et aussi au Kurdistan iranien dans la ville de Sarès, parce que Massagina Amini, la jeune femme qui a été tuée par la police de mœurs, était originaire du Kurdistan iranien. Mais après, très rapidement, d'autres âges, d'ailleurs des hommes, des jeunes hommes, et puis d'autres personnes, d'autres groupes d'âge, mais également d'autres groupes sociaux se sont joints à ce mouvement. Et assez rapidement, ça s'est répandu aussi bien aux classes moyennes, dans les quartiers de classe moyenne, par exemple de la capitale et des grandes villes, que classes populaires et des quartiers de classe populaire, comme on en a vu. Ils sont descendus dans la rue par milliers dans vraiment les quartiers très populaires du sud de Téhéran où habitent beaucoup de ces personnes. Et également, assez rapidement, le mouvement s'est répandu aussi à la classe ouvrière et dans les usines, à commencer d'ailleurs par l'industrie pétrochimique et aujourd'hui également par un certain nombre d'ouvriers de l'industrie pétrolière. Il y a d'autres industries, comme l'industrie du sucre, il y a des tas d'autres. Même les camionneurs, par exemple, se sont joints à ce mouvement. Sauf que ils sont pas en grève tout le temps, ils manifestent pas tous les jours. Non plus. Il y a un certain nombre de pôles, si vous voulez, par exemple les universités qui sont très répandues en Iran. Il y a plusieurs centaines d'universités en Iran et donc plus de 4 millions d'étudiants. Donc forcément, dans les petites villes, dans les grandes villes, il y a toujours une université et les étudiants sont très, très mobilisés et donc eux, ils continuent à manifester souvent à l'intérieur maintenant des campus universitaires. Puis le soir, on constate que dans beaucoup de quartiers de classe moyenne et classe moyenne inférieure même, pareil, les gens descendent dans la rue et dans les rues de leur propre quartier pour manifester. Et souvent, les forces armées arrivent, on les voit attaquer les manifestants. À cela s'ajoute alors, les provinces en particulier deux, à savoir le Kurdistan et le Baloutchistan, qui sont les deux provinces parmi les plus sous-développées et les plus pauvres du pays, qui sont habitées à la fois par des minorités religieuses sunnites et également ethniques, c'est-à-dire kurdes et balouches. Et le nombre le plus important des personnes tuées jusqu'à aujourd'hui, c'est au Baloutchistan, dans la ville de Zaïdan et Roche, et aussi au Kurdistan. Donc, ce sont, si vous voulez, aussi les régions qui sont très en mouvement, très en colère, et où effectivement les mobilisations ont continué sans cesse. Pareil aussi, je dirais, dans des petites villes. Donc, il ne s'agit absolument pas d'un phénomène de classe supérieure. Ça, c'était le cas de Mouvement Vert de 2009, où effectivement il s'agissait des classes moyennes instruites qui revendiquaient la réforme du régime de l'intérieur, qui revendiquaient la démocratisation du régime de l'intérieur. Aujourd'hui, ceux qui manifestent, ceux qui sont très mécontents, c'est-à-dire selon des sondages effectués par c'est-à-dire pas officiels, 83%, non, pardon, 87% des Iraniens sont mécontents de ce régime. Bien évidemment, les 87% ne vont pas descendre dans la rue parce que c'est très risqué, parce que les forces armées tirent à balles réelles. Il y a aujourd'hui plus de 300 personnes tuées, dont une quarantaine d'enfants. Ils tirent. Mais ce qu'on constate, c'est que une fois que même les écolières se sont mobilisées
et sont venus dans la rue ou se sont mobilisés à l'intérieur donc de leur lycée ou de leur école, c'est très difficile de les faire rentrer chez elles, Mmh. si vous voulez. Et donc les gens restent, si vous voulez, éveillés et attendent une occasion pour redescendre dans la rue. Alors là, vous parlez justement de gens qui manifestent dans la rue. Il y a d'autres manières en fait de dire son mécontentement, comme vous dites, à l'égard du régime, qu'on voit notamment fleurir sur les réseaux sociaux. C'est des actions, donc c'est des femmes qui se dévoilent et qui se filment en train de se Mm. dévoiler ou en train de marcher tête nue dans la rue. C'est des gens qui se réunissent pour jeter des pierres ou de la peinture sur un portrait du guide suprême. Il y a plein de Absolument. petits éléments comme ça en fait qui se font. Est-ce que ça c'est nouveau? Mm. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut produire? Est-ce que c'est Mm. vu en Iran ou Mm. est-ce que c'est juste vu par les Occidentaux à travers les réseaux sociaux? Comment c'est perçu? À quoi ça Mm. peut servir? Écoutez, effectivement, on constate vraiment de nouveaux répertoires d'actions qu'on n'avait pas tellement avant. Vous en avez donné un certain nombre d'exemples, mais quelque chose qui est très nouveau aussi, c'est que les gens courent dans la rue, surtout les jeunes, et quand ils voient un mollah en turbané, eh bien, voilà, il balance Son son turban par terre. turban. Et là, c'est Et il se filme. et ils se filment avec et ils le balancent sur les réseaux sociaux. Nous, on les voit ici. Les Iraniens le voient aussi. Parce que c'est vrai que Internet est coupé, mais en même temps, si vous voulez, les réseaux sociaux fonctionnent quand même tant bien que mal. Et surtout, il y a beaucoup d'émissions ou de télévision de toutes sortes qui diffusent des programmes par satellite. Et donc, il y a beaucoup d'Iraniens qui voient ces scènes par télévision satellitaire. En tout cas, il y a effectivement des répertoires d'action nouveaux et les jeunes en particulier qui maîtrisent les réseaux sociaux et qui maîtrisent tout ça, eh bien, ne cessent d'inventer, de réinventer des actions pour montrer aussi leur désaccord. Donc, si on ne peut pas descendre dans la rue tous les jours parce que c'est très risqué, parce qu'on nous tire dessus, eh bien, on va montrer notre mécontentement de cette façon-là, c'est-à-dire la désacralisation complète de à la fois des symboles religieux, à la fois le régime qui est très, comme vous le savez, rejeté, attaqué. Et ces actions ont fait que même Murtada al-Sadr, qui est le chef des chiites, enfin l'un des chefs des chiites irakiens, et qui n'est pas pro-régime iranien, a fait une intervention aujourd'hui même en disant c'est très grave ce qui se passe en Iran, si on laisse faire, bah demain, ici aussi en Irak aussi, les femmes vont vouloir se dévoiler et vont attaquer le turban des mollahs. Et c'est voilà. Donc on constate que ces actions dépassent les frontières iraniennes et atteignent aussi d'autres pays de la région, en particulier chiites comme l'Irak ou même les chiites libanais. Est-ce que le mouvement ou les mouvements, je ne sais pas si vous lui donnez une unité en fait à ce qui est en train de se passer en Iran, est-ce qu'il est un minimum ou d'ailleurs complètement structuré Mm, mm, politiquement? Est-ce que derrière il y a des syndicats, peut-être des partis mm. politiques ou même des milices armées? Parce que là, vous disiez tout à l'heure, oui, ils courent et puis après il y a la police parfois tire, mais est-ce que parfois, il y a une réponse aussi de la Mhm, part des mm, manifestants. mm, Est-ce que aussi ils peuvent avoir des armes, etc. mm. Comment c'est structuré en fait tout ce qui se passe? Écoutez, en Iran, vous savez, c'est pas une démocratie. Il n'y a pas de parti politique libre, pas de syndicat libre ni national, mais à l'intérieur de chaque unité, par exemple, il y a effectivement des syndicats locaux. Et donc, ce sont ces syndicats locaux qui se sont mis en relation les uns avec les autres. Donc, c'est comme ça qu'on voit un jour, par exemple, l'ensemble de ces syndicats, petits syndicats locaux, décident, par exemple, de déclarer une grève et c'est très bien suivi. Pareil pour par exemple, les médecins, les avocats, vous avez des enseignants, vous avez des profs à la fac, à l'université aussi, qui ont leurs propres conseils, si vous voulez. Et donc, ce sont ces conseils qui ne sont pas des conseils syndicaux comme on les connaît par ici, mais ce sont des conseils qui se sont constitués. Et donc, ce sont ces conseils qui se mettent
en relation les uns avec les autres et qui font que les actions sont rendues possibles. Après, structurer tant que ça, non, pas encore, si ce n'est que dans certaines régions, par exemple au Kurdistan iranien, il y a des partis politiques assez classiques, on connaît, donc effectivement, eux peuvent se mobiliser davantage. Au Baloutchistan, par exemple, vous avez une autorité religieuse, Moulavi Abdelhamid, qui est très très respecté, très écouté. Donc lui, il a aussi ses propres structures. Mais de là à dire que ces structures-là sont déjà d'ores et déjà disons en interaction les unes avec les autres, je ne le pense pas parce que c'est trop tôt. Mais ça va émerger, c'est-à-dire c'est un nouveau type de mouvement où il n'y aura pas un leader, où il n'y aura pas un parti politique. C'est un mouvement spontané, mais en même temps un mouvement qui comprend énormément de groupes, hein, on l'a dit, des groupes sociaux, énormément aussi d'âge, de personnes d'âge différentes, etc., mais qui est en train qui est en cours. Moi, j'ai appelé ça une révolution en cours. Pourquoi révolution? Parce qu'effectivement, ce que les gens maintenant en Iran demandent n'est plus des réformes, parce qu'ils ils sont allés depuis les années 90 hein, jusqu'à quasiment 2017, hein, ils attendaient les réformes, ils sont allés voter à maintes reprises pour les réformistes, ils ont soutenu les réformistes, rien n'a changé, en tout cas dans la bonne direction souhaitée par la majorité de la population. Aujourd'hui, ils veulent le changement de régime, et en particulier cette jeune génération qui a initié ce mouvement actuel, né dans les années 2000, qui ont vu leurs propres parents voter pour les réformistes et rien ne s'est passé. Donc, du coup, ils demandent vraiment le changement de régime. Ils demandent ils sont Le changement de régime ou une évolution du régime? non, un changement de régime, parce Ouais. que ils sont arrivés à cette conclusion qu'une évolution n'est possible. Évolution dans quel sens? C'est aller de pire en pire. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, dans les années 2000, il y avait quand même une certaine ouverture de ce régime. Il y avait quand même, la situation n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui, ni économiquement, ni politiquement, ni culturellement. Alors qu'aujourd'hui, les ultra-conservateurs ont leur main mise sur l'ensemble des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et les gardiens de la révolution ont vraiment obtenu un pouvoir très très important, beaucoup plus important que dans les années 2000 par exemple. Donc aujourd'hui, ce que revendiquent ces jeunes-là, en tout cas, c'est le changement du régime, c'est le rejet de l'islam politique. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, raison pour laquelle ils risquent leur vie, non pas pour des réformes, mais pour que le régime change. Ce régime est fragilisé, même avant même cette révolution en cours, parce que l'arrivée au pouvoir de l'islam politique a paradoxalement laïcisé la société iranienne par le bas, avec des institutions, des lois, des préceptes islamiques au pouvoir. Beaucoup d'Iraniens qui avaient fait même la révolution ne savaient pas ce que c'était que l'islam politique, l'ont vu à l'œuvre et ont retiré leur soutien à ce régime. Et les jeunes qui aujourd'hui manifestent, les jeunes qui risquent leur vie, et les moins jeunes d'ailleurs, eh bien, ils rejettent l'islam politique et sont très laïcisés. Les revendications sont pour la séparation entre la religion et l'État. Et donc ça participe énormément à la fragilisation de ce régime au pouvoir. Après, il y a beaucoup d'Iraniens qui restent très attachés à la religion musulmane, qu'il s'agisse de chiites ou de sunnites. N'oublions pas que les sunnites composent à peu près 15 à 20% de la population iranienne, mais en dehors et complètement en dehors de l'islam politique. C'est-à-dire que justement, c'est ce qu'ils revendiquent, c'est qu'ils puissent avoir leur croyance, mais que cette croyance-là n'interfère pas dans les affaires donc politiques et que les lois
n'émane pas, si vous voulez, de la religion. Et donc, c'est ça que j'appelle la laïcisation en cours de la société. Alors, c'est intéressant parce que ces mêmes types de revendications, eh ben, on les voit même chez les chefs religieux sunnites aussi, parce qu'ils se sont vus, parce qu'ils ont vu que par exemple, lorsque l'islam politique est au pouvoir, eh bien, cette interférence de la religion aux affaires politiques fait que une bonne partie de la société est marginalisée, en l'occurrence les minorités religieuses que sont les sunnites et les autres, y compris les baha'is d'ailleurs, on les oublie souvent, mais vous savez, les baha'is c'est une religion qui n'est pas du tout reconnue par l'islam et dont les adeptes en Iran sont très persécutés depuis le début. Donc, alors aujourd'hui, ce que les gens revendiquent, c'est que chacun reste attaché à sa religion s'il le faut, mais dans la sphère privée, si vous voulez, que la religion n'intervient pas en public et dans les affaires de l'État. Alors, vous parlez de révolution en cours et de changement du régime. Est-ce que vous pensez, enfin, d'où peut venir ce changement? Est-ce qu'il va venir du régime lui-même? Est-ce que là, aujourd'hui, vous voyez des signes qui diraient que, ben, je sais pas, le pouvoir religieux, par exemple, est en train de se poser des questions et de se dire peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus libéraux, peut-être qu'il faudrait qu'on change de régime, etc. Ou est-ce que ça doit forcément venir d'un renversement? Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme le mouvement n'est pas encore très structuré, pour l'instant, on en est encore assez loin. Tout à fait, on est encore assez loin. Et il faut jamais oublier que la révolution de 79 en Iran, qui avait un leadership, etc., Des armes. des armes, tout ce que vous voulez, a pris quand même 2 ans. Donc là, ça fait 50 jours que ça a commencé, hein, la révolution en cours actuellement. Donc d'une part. D'autre part, je ne vois absolument aucun signe d'ouverture de la part des décideurs de ce régime. C'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des interventions de la part des commandants des gardiens de la révolution, de la part du guide lui-même, et encore avant-hier de la part même d'un parlement qui est ultra-conservateur pour dire il faut réprimer davantage, vous ne réprimez pas assez, etc., etc. C'est-à-dire que le discours, c'est vraiment un discours de se cramponner au pouvoir moyennant la répression. Et absolument aucun signe de respect pour les revendications de la population, alors même qu'ils savent pertinemment que 87% de la population iranienne est mécontente de ce régime. Donc, non, pas de signe d'ouverture. Et c'est ça aussi qui a créé cette situation révolutionnaire. Une révolution ne commence pas comme ça du jour au lendemain. C'est que les gens ont essayé, encore une fois, de revendiquer, de demander les changements graduels, etc. Aucune réponse positive de la part de ce leadership du guide et aussi de ceux qui gouvernent. Donc, c'est eux qui ont créé cette situation révolutionnaire actuelle, je pense. Et moi, personnellement, par exemple, on voit les réformistes, hein, les personnalités réformistes hein, qui sont maintenant assez silencieuses, ils disent rien ou presque. Ils attendent voir ce que ça donne. Est-ce que à nouveau ils peuvent intervenir pour se positionner en termes de solutions intermédiaires, etc. Mais je pense que c'est trop tard tout ça. C'est-à-dire que vous avez une société qui ne fait plus confiance à cette classe politique qui est à la fois répressive mais également corrompue. Et il ne faut pas oublier. Donc les Iraniens ne respectent pas cette classe politique et mettent à la fois les conservateurs et les réformistes ensemble. Parce que c'est vrai que cela fait 43 ans que ces gens-là gouvernent ensemble, tantôt séparément. Mais de toute façon, moi, je ne vois pas de respect, je ne vois pas de volonté de la part de la majorité, en tout cas de cette population-là, essayer encore dans le cadre de ce régime, une alternative émanant de ce régime. Mais donc du coup, si je vous suis bien, il n'y a pas de solution pacifique à ce qui est en train de se passer. On va nécessairement vers... Ça a déjà commencé, bien sûr, la répression très dure, il y a des morts, beaucoup trop de morts d'ailleurs, mais on va aller vers encore plus de morts et encore plus de violence, nécessairement.
Nécessairement, malheureusement, comme toutes les autres révolutions. Mais en même temps, je pense que les forces armées, pour l'instant, n'ont pas encore réellement changé de camp. Elles restent, Ah, elle pourrait changer de camp. ouais, elles restent pour l'instant très fidèles au régime et au guide en particulier. Mais des dissensions existent entre l'armée régulière et les gardiens de la révolution. Ça, on l'avait vu aussi par le Mm. passé. Si les manifestations continuent, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'une partie, par exemple, de l'armée régulière puisse changer de camp, voire même des pastards, des gardiens de la Révolution qui n'ont pas profité de la manne pétrolière et qui ont leurs propres enfants, cousins, cousines dans les rues en train de manifester contre le régime qui sont susceptibles de changer de camp. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, on ne voit pas les gardiens de la Révolution tirer sur les manifestants, vous savez, ce sont des Basij et d'autres des unités spéciales de la police qui tirent sur les manifestants, c'est parce que c'est aussi très risqué pour les gardiens d'intervenir directement pour mater dans le sang les répressions, par peur de créer aussi davantage de tensions avec, par exemple, d'autres forces armées, en particulier l'armée régulière. Donc la situation aussi est très compliquée pour les gens du régime. Et raison pour laquelle ils essayent de voir ce que ça donne. Mais sauf que, contrairement aux autres révoltes, rappelez-vous 2017, 2018, 2019, 2020, qui n'ont duré que quelques jours, voire quelques semaines, là, ça fait 50 jours que ça dure. Et tout est là pour nous dire que ça va continuer. Il y a aussi autre chose à cela, qui est plutôt en relation, en rapport avec la politique étrangère du régime islamique, c'est qu'ils se sont rapprochés beaucoup de la Russie et de la Chine. Il n'y a que les Chinois qui achètent d'ailleurs leur pétrole, les 850 000 barils de pétrole par jour, c'est surtout les Chinois qui les achètent. Après, les Chinois ne vont pas intervenir plus que ça pour soutenir le régime, ils ont beaucoup trop d'intérêts économiques dans le monde occidental. Les Russes qui sont aujourd'hui en Ukraine, après leur invasion, qui ont besoin aussi, comme on l'a vu avec les drones, ont besoin du régime iranien, qui soutiennent pour l'instant le régime iranien, mais Poutine n'est pas dans une position de force, contrairement à 2011, lorsque vous souvenez-vous, les Russes sont allés aider Bachar al-Assad en Syrie. Donc aujourd'hui, les choses ont vraiment changé et l'affaiblissement de Poutine en Russie est vraiment susceptible d'affaiblir davantage le régime islamique en Iran et les forces politiques et militaires qui sont à l'œuvre aujourd'hui en soutien à Poutine en Ukraine et également en Syrie d'ailleurs. Alors, j'ai une dernière question et ça a justement trait à la communauté internationale. Qu'est-ce que les manifestants et les manifestantes iraniens et iraniennes peuvent attendre de cette communauté internationale? Vous nous avez parlé de la Chine et de la Russie, mais c'est pas les seuls. Qu'est-ce qu'on peut attendre, par exemple, des chancelleries européennes ou américaines, dans la mesure où déjà l'Iran est genre jusque-là dans les sanctions? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que les chancelleries européennes et américaines, occidentales en général, peuvent faire? Écoutez, moi j'ai toujours plaidé depuis le début pour des sanctions ciblées contre ceux qui donnent des ordres pour mater dans le sang les manifestants. Ça, je pense que c'est en train de se faire, en train d'être décidé aussi bien au Canada et aux États-Unis qu'en Europe. Après, on sait qu'il y a 4 000 à 5 000 de leurs enfants qui vivent à l'étranger, en Europe et en Amérique du Nord, qui sont si vous voulez, qui profitent des régimes démocratiques, de la liberté. Alors, comme par hasard, leurs filles ne sont absolument pas voilées, leurs garçons profitent aussi des moyens à leur disposition dans les pays occidentaux et qui vivent avec l'argent de pétrole, c'est-à-dire la richesse nationale qu'ils ont pillée, que leurs pères ont pillée. Donc là, les sanctions doivent s'étendre, à mon avis, aussi à ces enfants, les 5 000. Tout ça, ce sont certes peut-être symboliques, enfin c'est plus que symbolique, ce sont des actions concrètes qui montrent que quelque part,
l'Europe aussi est prête à aider de cette façon-là, à dire son désaccord avec la répression des manifestants. D'un autre côté, je ne pense pas que le moment est opportun pour recommencer à négocier sur le nucléaire avec les autorités iraniennes. N'oublions pas que cette poignée de main du président Macron avec le président iranien à l'Assemblée générale des Nations Unies, alors même que les répressions en Iran avaient commencé, ça on est au mois de septembre, a choqué plus d'un en Iran, et d'ailleurs parmi la diaspora iranienne. Et donc, il ne faut pas à nouveau offrir une autre poignée de main au régime iranien. Donc, ce sont les actions que la communauté internationale, en particulier des démocraties européennes par exemple, peuvent décider, qui donnent beaucoup aussi. D'une part, ce sont des signaux importants envoyés en direction du régime iranien, protester contre la répression des manifestants, par exemple, protester contre les exécutions. Il y a beaucoup de prisonniers politiques en Iran actuellement. Il y a des dizaines de milliers de personnes aussi qui ont été arrêtées récemment. Il ne faut pas les oublier. Ils risquent la peine la peine de mort. Donc, il faut que quand même cette communauté internationale montre son désaccord avec leur exécution, etc. Il demande au régime, on fasse pression sur le régime. Il y a beaucoup de leviers pour faire pression. Et encore une fois, je pense que l'Europe se sous-estime quelque part. Il y a encore des leviers très importants à sa disposition. D'ailleurs, voyez par exemple l'Allemagne. En Allemagne, ils sont en train de prendre des décisions beaucoup plus radicales par rapport au régime islamique d'Iran que la France, par exemple. Alors, en ce qui concerne les sanctions généralisées, moi, je ne suis pas en faveur des sanctions généralisées parce que vous avez tout à fait raison, la société iranienne est suffisamment asphyxiée par des sanctions déjà à Très bien. l'œuvre. Et il ne faut pas en rajouter, mais il faut sanctionner des personnes qui répriment. Et les sanctions ciblées peuvent être efficaces et encourager les contestataires aussi de continuer leur lutte. Merci beaucoup. Merci à vous.